Bonsoir, il est 22 h et nous sommes le lundi 1er juillet 2024. Bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres ce soir. Message de félicitations du président de la République Ismaël Omar Guelleh à son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Également dans l'actualité de ce 22 h, enjeu du dynamisme au sommet de la finance islamique lors d'une conférence qui s'est tenue ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Et dans l'actualité internationale, 43 morts et 111 blessés au cours des derniers 24 heures dans la bande du Gaza. Voilà pour les titres et passons au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a souhaité succès et réussite à son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud ainsi que davantage de paix, de stabilité et de progrès au peuple frère somalien. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations qu'il a adressé à son homologue somalien dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale de ce pays frère et ami. Puisse Dieu Tout-Puissant couronner de succès la détermination de plus en plus manifeste de la nation sœur somalienne visant à restaurer une stabilité et sécurité pleine et entière sur toute l'étendue de son territoire, a dans ce message écrit le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Notre pays n'aura de cesse d'apporter un appui constant à la Somalie dans sa quête légitime à recouvrer son statut d'autrefois dans le concert des nations, a dans le même document noté le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Et bien justement, la République fédérale de la Somalie célèbre le 64e anniversaire de l'indépendance avec des festivités joyeuses dans la capitale somalienne, Mogadiscio. La capitale a été le théâtre de festivités joyeuses ce lundi à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de ce pays frère de la Somalie. Ces célébrations ont été marquées par un défilé militaire des différentes forces somaliennes avec la participation pour la première fois en 30 ans d'hélicoptères. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a également participé à cette cérémonie faste pour commémorer le 64e anniversaire de l'indépendance et de l'unité de la Somalie. Il a reçu les honneurs de la part des unités des forces armées nationales qui ont défilé dans certaines rues de la capitale lors d'une parade militaire impressionnante. Le président Mahmoud a appelé le peuple somalien à renforcer l'unité et la solidarité, à préserver l'héritage des ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions jouir de l'indépendance et de la liberté, a-t-il martelé. Dans le cadre de cette occasion, le président somalien a également déposé une gerbe sur le monument du soldat inconnu en hommage aux immenses sacrifices des héros somaliens pour libérer ce pays de la domination coloniale. A noter également que le président Guelleh a envoyé un message de félicitations similaire au Premier ministre canadien Justin Trudeau. Dans le pays célèbre également sa fête nationale. Dans son télégramme, le président Guelleh a souhaité succès et réussite au Premier ministre canadien Justin Trudeau ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple canadien. Le chef de l'État a également félicité lors d'un télégramme son homologue réélu de la Mauritanie. Ismaël Omar Guelleh a formé des vœux de succès et de réussite à son homologue réélu de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, qui a été déclaré vainqueur dimanche soir lors du scrutin présidentiel organisé dans ce pays samedi dernier. Le score largement dominant qui a disposé votre réélection est l'illustration parfaite de l'adhésion majoritaire de vos compatriotes autour de votre leadership politique, a écrit le président Ismaël Omar Guelleh dans ce message envoyé à son homologue réélu Mohamed Ould Ghazouani. Nul doute que sous votre conduite éclairée,
La nation mauritanienne accroît significativement l'œuvre de sa stabilisation et pacification dans la région troublée du Sahel, a dans le même document noté le chef de l'État, réitérant ses chaleureuses félicitations à son homologue réélu de la Mauritanie, Al-Ghazouani. Retour au pays avec cette conférence qui s'est tenue au Djibouti Palace Kempinski. Les travaux de la 44e réunion du conseil d'administration et la 22e réunion de l'Assemblée générale de l'IFSB s'est tenue au Djibouti Palace Kempinski en présence de plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement. Eh bien, plusieurs événements issus de cette réunion annuelle se sont déroulés en parallèle avec la participation des plusieurs acteurs du secteur de la finance islamique venus des quatre coins du monde. Cette cérémonie de lancement de la 44e réunion du conseil d'administration et la 22e réunion de l'Assemblée générale de l'IFSB a réuni côté djiboutien plusieurs personnalités, dont le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, et des représentants des institutions financières de la place. Les travaux de la 44e réunion du conseil d'administration vont se poursuivre jusqu'à demain et il sera donc pour le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, l'occasion de prendre la tête de l'IFSB, cette institution, alors que le gouverneur de la Banque Al-Maghreb, Abdelatif Jouhari, assumera le poste de vice-président. L'Islamic Financial Service, basé donc à Kuala Lumpur, en Malaisie, a été officiellement inauguré le 3 novembre 2002 et a commencé ses activités le 10 mars 2003. Il s'agit donc d'un organisme international de normalisation et de standardisation en direction des autorités de réglementation de surveillance financière pour assurer la solidité et la stabilité de l'industrie des services financiers islamiques. Dans un mot tenu à l'occasion, le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, s'est exprimé en ces termes. Comme vous le savez, vous allez apprendre beaucoup de l'industrie de la finance islamique pour cette première journée qui est l'avant-événement pour les ouvertures de réunion de demain. Nous avons pas mal d'experts qui sont ici, qui vont donc nous distiller ce que la finance islamique a dans les ventres, son évolution, ses instruments, son expansion sur le monde et les performances et les caractéristiques qui sont donc inhérentes à cette finance islamique qui a fait ses preuves dans beaucoup de pays islamiques, mais pas seulement, puisque la finance islamique est présente dans le monde maintenant. On trouve des produits islamiques à Londres, dans des marchés structurés. Et cette expansion, cette évolution de la finance islamique est due grâce à l'expertise et aux compétences des cadres des grands pays qui ont participé à la croissance et à la construction des structures qui encadrent la finance islamique, parmi lesquelles nous avons l'IFSB qui nous réunit aujourd'hui. L'IFSB est une institution dont le Djibouti est devenu membre en 2007, qui a 191 membres, et qui se réunit 2 fois dans l'année pour le conseil, qui a des structures adaptées et qui établit pratiquement tout ce que la finance islamique a comme moyen pour pouvoir stabiliser la finance islamique, réglementer, harmoniser et surtout renforcer les capacités de petits pays comme Djibouti ou de pays comme Djibouti où la finance islamique est récente. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances djiboutien, Ilyas Moussa Dawale, qui a également pris la parole, a indiqué que depuis son accession à l'indépendance, notre pays a fortement évolué dans plusieurs domaines, tant au niveau économique, éducatif, sanitaire et culturel. Nous venons donc de fêter nos 47e anniversaire d'indépendance, a-t-il martelé. Cela nous oblige, a-t-il indiqué, à faire le bilan qu'on a effectué tout au long de cette période. Nous avons un système éducatif avec une université qui permet à 12 000 étudiants d'y profiter. Nous avons également, a-t-il
précisé, plus de 1200 médecins tout au long du territoire national. Je ne pourrais me réjouir de l'avancée consécutive qu'a fait Djibouti, surtout dans plusieurs domaines, notamment dans le système bancaire, a clos son message le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Notre équipe de reporters a pu recueillir les réactions des participants. Les voici. Très heureux d'assister à cet événement organisé par la Banque centrale de Djibouti en collaboration avec la FSB. Nous sommes honorés d'être ici dans cet événement. Alors par rapport aux perspectives, nous sommes en cours de constitution par rapport à CAC Islamic Bank. Et comment dirais-je, la finance islamique à Djibouti connaît un essor et un développement important. Et nous espérons, Inch'Allah, que ça va s'améliorer, Inch'Allah, de la futur. Pour CAC, ça sera vraiment d'innovation. Nous sommes ici pour parler de risk management. La majorité des contrats qui sont issus et qui sont mis en place ici à Djibouti, ce sont la Murabaha, à 90%. Les nouveautés qui seront mises en place par CAC Bank, c'est de faire de la diversification un nouveau élément dans l'économie au niveau de Djibouti. On va mettre en place les différents produits qui sont connus à l'échelle internationale. On va parler de Salam, on va parler de Istisna, on va parler de Musharaka aussi. On ne va pas justement se concentrer sur la Murabaha, mais on veut faire de la diversification un nouveau challenge pour la finance islamique ici à Djibouti. Comme vous le savez, a mis en place des lois et des instructions spécifiques pour les banques islamiques. Et ces lois et ces instructions sont conformes aux réglementations, bien sûr, qui ont été édictées par l'IFSB. Et bien sûr, ces normes sont appliquées par les différentes banques islamiques à Djibouti. Ces banques islamiques qui ont pris une importance ces derniers temps sont en train de gagner des parts de marché très importantes sur les banques conventionnelles. Et bien sûr, ceci s'explique par le fait qu'à Djibouti, la population djiboutienne, c'est une population musulmane et bien sûr qui sont aptes à respecter la charia. Et bien sûr, ces banques proposent des produits financiers islamiques, le Murabaha, Mudaraba, Musharaka, qui sont conformes à la réglementation islamique. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de lancement du réseau parlementaire pour le climat qui a eu lieu au Sheraton Hotel ce matin. L'événement est organisé par l'Assemblée nationale en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que le PNUD. Le réseau parlementaire sur le climat lancé ce matin vise avant tout à renforcer l'action parlementaire face aux défis posés par le changement climatique. Une plateforme unique qui permettra aux parlementaires de mettre en œuvre des actions concrètes, de partager des connaissances, de se former et s'informer sur les meilleures pratiques et par conséquent de coordonner leurs efforts pour élaborer des lois et des politiques innovantes, efficaces et adaptées qui seraient en mesure de répondre aux besoins de Djibouti. Rappelons que le réseau parlementaire climat actuellement joue un rôle crucial dans la mobilisation des législateurs pour une action climatique plus efficace. Les objectifs sont multiples, à savoir entre autres le renforcement des capacités à promouvoir des politiques axées sur le climat à travers le monde tout en s'assurant de l'alignement des actions nationales avec des engagements internationaux et finalement augmenter la prise de conscience sur les impacts du changement climatique. C'est ce qu'a indiqué une responsable du PNUD. Qui touche également la Corne de l'Afrique, comme nous le savons, mais également le monde entier. Face à ces menaces, une réponse immédiate et coordonnée est essentielle. Et les parlementaires jouent un rôle crucial dans cette réponse. Les parlementaires, en tant que législateurs, mais également gardiens des politiques publiques, peuvent aider le gouvernement et doivent aider le gouvernement à orienter les politiques vers un avenir plus durable et résilient. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a, dans son mot d'ouverture, précisé que cet événement s'inscrit dans le cadre des actions préconisées dans la contribution déterminée au niveau national, révisée, qui souligne l'implication de tous les acteurs du pays à la lutte contre les changements climatiques. Écoutons les propos du ministre. Sans équivoque, aujourd'hui que la question des changements climatiques se trouve au centre des préoccupations mondiales. Il constitue de nos jours un défi majeur pour l'humanité. Les conséquences de ces dérèglements climatiques
nous les vivons au quotidien à Djibouti. C'est donc ces contextes que les nations du monde ont pris des engagements fermes en vue de remédier à ces fléaux des temps modernes à travers l'adoption des instruments juridiques militant en faveur de la préservation et de la protection de l'environnement. Pour emboîter le pas, le concert des nations, la République de Djibouti a ratifié les conventions des cadres des Nations Unies sur le changement climatique en 1995, le protocole de Kyoto en 2001, l'amendement de Doha en 2014 et l'accord de Paris en 2016. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit de ces faits dans les actions préconisées dans la contribution déterminée au niveau national révisé, CDNR, qui souligne la participation de tous les acteurs du pays dans la lutte contre le changement climatique. Cette réunion de haut niveau a pour but principal de présenter les objectifs des réseaux parlementaires pour le climat et leurs plans d'action pour une meilleure appropriation nationale de la question climatique. De même, cette collaboration dont nous innovons aujourd'hui doit aller au-delà de nos bureaux et se prolonger dans différentes institutions, associations et secteurs privés pour une meilleure coordination des activités relatives à la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable. Nous accueillons favorablement ce réseau parlementaire pour le climat et leur plan d'action qui va, je n'en doute nullement, contribuer à complémenter les actions déjà engagées par mon département et le gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. Cette initiative innovante de parlementaires témoigne de l'engagement de ces derniers à se hisser aux côtés du gouvernement pour initier des actions d'accompagnement pour une résilience climatique. Vous souhaitant à tous des échanges d'informations pertinentes, fructueuses et pleins de succès à vos travaux, je déclare ouvert le lancement du réseau parlementaire pour le climat. En bref et en image avec cette visite du ministre de la Finance éthiopienne de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Ahmed Shide, au bureau du ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi. En effet, la visite du ministre éthiopien s'inscrit dans le cadre des consultations et des concertations de haut niveau organisées périodiquement entre les responsables des deux pays sur les projets en cours et des efforts en matière d'intégration d'économie djiboutienne et éthiopienne, notamment dans le domaine des hydrocarbures. L'occasion fut opportune pour les deux parties d'évoquer ensemble plusieurs sujets d'intérêt commun entre Djibouti et l'Éthiopie. L'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, en collaboration avec l'Église protestante évangélique de Djibouti, a organisé une cérémonie de remise des certificats aux femmes en situation de handicap et les mères en charge d'enfants handicapés ayant suivi une formation en couture. Cette cérémonie de remise des certificats s'est déroulée dans la salle de conférence de l'Église protestante évangélique de Djibouti. 10 jeunes filles et femmes qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine de la couture ont été formées au sein de ce centre pendant 8 mois afin de leur apprendre les bases de la couture. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'inclusion et l'autonomisation des femmes en situation d'handicap. Présidée par le directeur général de la NPH, cette cérémonie de certificat a également vu la participation du directeur du centre de formation de l'EPED, la représentante de Qatar Charity et la directrice de l'insertion sociale de l'ANPH. À l'Église protestante de Djibouti pour clôturer une autre année de formation en coupe et couture avec cette nouvelle promotion de femmes en situation de handicap ou femmes affectées par le handicap. Nous souhaitons à chacun et à chacune la bienvenue. Ces élèves qui reçoivent aujourd'hui leur certificat viennent de terminer un parcours de 8 mois de formation. Et c'est toujours un plaisir pour nous, responsables de ce centre de formation de l'Église protestante, d'ouvrir l'accès à la formation professionnelle à celles et à ceux qui croient en leur capacité, quelle que soit leur situation. C'est le cas de ces 10 femmes à l'honneur aujourd'hui et tout à l'heure, nous pourrions visiter une exposition vente des produits qu'elles ont réalisés au cours de l'année. Notre centre de formation reste constant dans sa mission auprès de la population. Il reste ouvert chaque année pour accueillir des personnes en situation de handicap, car leur situation nous interpelle, elle nous oblige à l'action pour continuer à valoriser les talents qu'elles portent et qui, pour nous, sont des sources de motivation.
L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet atelier de validation sur l'adaptation d'un guide dans le cadre du projet Jouer pour apprendre. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé un atelier de validation portant sur l'adaptation d'un guide de soutien à la parentalité, événement réalisé en partenariat avec Cambridge Education, qui marque une étape cruciale dans le développement d'outils pédagogiques et adaptés aux besoins des familles djiboutiennes. Un atelier qui a réuni divers acteurs impliqués dans l'éducation et le soutien familial, y compris des représentants d'organisations non gouvernementales, des éducateurs, des parents et des experts en développement de l'enfant. Par l'UNFD pour la validation d'un guide parental en collaboration avec le projet Matt McDonald, le MFF et l'éducation. Qui dit apprentissage dit éducation. Alors, on est content pour une fois qu'il y ait un guide parental sur le jeu parce que les enfants apprennent avec les jeux. Et comme maintenant, ces derniers temps, on ne parle que de jeux, il fallait inclure les parents aussi. Et c'est le moment vraiment attendu. Je vous emmène à présent à la ville blanche Tadjoura face aux défis importants en matière de développement humain, de protection sociale et de réduction des inégalités territoriales. Le gouvernement djiboutien a élaboré une stratégie de moyen et long terme Djibouti 2035 dont des outils clés à la décentralisation. Le pays ambitionne de renforcer le processus de décentralisation et de faire des régions des acteurs clés du développement national. C'est dans ce contexte que l'Union européenne, à travers son financement au programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales, ADIL, en République de Djibouti, mis en œuvre par l'Expertise France, vient de s'inscrire pour accompagner cette stratégie du gouvernement. L'occasion pour voir le président du conseil régional, M. Omar Hussein, et le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, ainsi que des responsables des services déconcentrés de l'État. Ce projet a ainsi comme ambition d'appuyer la réforme de la décentralisation, d'accompagner les régions afin qu'elles deviennent des véritables acteurs de développement du pays. L'objectif principal est de favoriser le développement local inclusif dans les régions de l'intérieur et renforcer le système local de gouvernance en exploitant les fortes potentialités de revenus disponibles au sein des conseils régionaux. Le président du conseil régional, M. Omar Hussein, s'est exprimé. Voici ses propos. Vraiment éclairé sur la possibilité de ressources financières dans notre région. J'ai pu aussi apprécier la participation de tout le monde. À un moment, au fond de moi, je me disais, vraiment, il y a une implication. Une implication, pas vraiment, pas une implication des gens concernés, comme le conseil régional ou les impôts, mais la société civile et les services déconcentrés qui se sont mis à cœur, qui sont imprégnés même de l'objectif de l'atelier pour présenter des solutions. Tout ça, c'était bénéfique et j'espère que nous allons continuer ensemble dans cette voie, dans ce dynamisme, et pour que la région puisse avancer. Et nous comptons aussi sur l'appui du préfet. Sans le consentement du conseil régional et de la préfecture, la région ne peut pas avancer. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'on a déjà travaillé longuement avec le préfet. Lui-même, je vous ai dit qu'avant que j'en parle, m'a soulevé, avant que cet atelier arrive, des possibilités de financement que nous pouvons élaborer et mettre en place. Ça montre que les responsables travaillent ensemble. Si nous avons aussi l'adhésion de la société civile, ça sera encore mieux. On pourra développer
Et je vous remercie. Prenons la parole, le préfet de la région de Tajoura, Mohamed Hamad Abbas, s'est exprimé en ces termes. À cet atelier qui est d'une importance capitale pour promouvoir le développement de la région de Tajoura. Il me semble qu'il y a déjà des acquis dont on ne peut qu'améliorer et qu'on peut booster d'une manière effective. En termes de patente déjà, il me semble que la période dont vous avez fait allusion, il suffit à ce qu'il y ait la volonté du conseil régional en premier lieu, qui puisse mener cette action au terrain et élargir sur l'ensemble des sous-préfectures en termes de patente. Monsieur le Président m'a appris aussi qu'il y a eu ce recensement de toutes les habitations bâties. La méthodologie dont on fait preuve à l'atelier, c'est vraiment une méthode participative. Merci et bravo. Et je déclare clos l'atelier. Dans le sud du pays, à Mouloud, et les festivités des commémorations du 47e anniversaire de la fête nationale, la sous-préfecture de Mouloud de la région de l'Unité a célébré les festivités de les commémorations du 47e anniversaire de l'indépendance du pays. Une soirée bien animée, riche en couleurs, organisée dans l'esplanade de la sous-préfecture de Mouloud, qui a réuni le sous-préfet de cette localité, Moussa Hamadou Gouré, le président du comité pour le développement du Mouloud, Mahmoud Roble Dabar, des élus locaux, le proviseur et les directeurs des établissements scolaires.
Ali Addi, cette fois, qui fête également les festivités du 47e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Le village de Ali Addi de la région d'Ali Sabieh a été donc le théâtre d'une soirée culturelle devant l'esplanade de la sous-préfecture, des festivités qui se sont déroulées en présence du sous-préfet de Ali Addi, M. Shaban Dahir Moussa. En nouvelles du monde, cette fois, je vous le disais en titre, 43 morts et 111 blessés au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé hier que le nombre de victimes palestiniennes de la guerre israélienne s'élevait à 37 877 morts et 86 969 blessés depuis le 7 octobre dernier. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.